Bim. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette formation aux relations presse, donc proposée par le réseau Rester sur Terre, Stay Grounded, qu'on donnera donc avec Capucine. Donc moi je suis Charlène, je coordonne le réseau français, enfin la partie française du réseau Stay Grounded, et Capucine et donc qui parlera juste après, et donc membre du collectif Nada non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille, qui milite contre l'extension de l'aéroport de Lille, comme son nom l'indique. Euh, alors, que va-t-on faire dans cette formation? Attendez, j'arrive pas à passer la suite. Voilà. Alors, juste un petit mot sur... voilà, c'est parti. Juste un petit mot sur Stay Grounded avant de passer à la suite. Donc, c'est un réseau de plus de 200 organisations membres qui a été créé donc en 2016 à Vienne. Et c'est un réseau qui milite pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Donc en fait, on soutient les groupes locaux et on fait vivre tout un travail collectif sur des revendications qui permettraient de faire décroître le secteur aérien, et ce, en prenant soin aussi des salariés du secteur et en luttant pour le bien-être et pour les droits des communautés qui sont impactées par la croissance du trafic aérien, qui est une croissance insoutenable. On lutte également contre les fausses solutions, tout ce qui est greenwashing, donc la compensation carbone par exemple, les biocarburants, etc. Et on a plusieurs groupes de travail qui s'organisent pour travailler ou bien sur le greenwashing, ou bien sur la transition juste, ou encore sur les jets privés plus récemment. L'interdiction, si possible, des jets privés. Voilà pour cette brève introduction. Donc, cette formation ne portera pas à proprement parler sur l'aviation. On pourra utiliser des exemples comme ça, mais c'est une formation très généraliste qui peut donc convenir à tout type de militants qui se battent pour la justice climatique et sociale. Et donc, on a trois grands objectifs. On va essayer de vous transmettre les bases de la relation presse, donc de la relation avec les journalistes. On va voir pourquoi et comment on le fait. Et puis, on va essayer de décrypter un peu des outils principaux qu'on utilise, parce que souvent, on parle de communiqué de presse, on parle de tribune, on parle de retombées presse, mais on ne sait pas toujours exactement ce qu'on met derrière. Donc, on va parler de ces outils-là et de comment les manier le plus efficacement possible. Ça reste une formation qui est complètement pas professionnelle, qui est basée sur plein d'expériences militantes glanées ici et là, et mon expérience personnelle, notamment de porte-parole à Alternativa. Mais c'est pas, enfin, voilà. Et puis, du coup, par contre, c'est bien parce que c'est plutôt adapté à des petits groupes militants qui n'ont pas forcément énormément de ressources humaines. Donc, après, ça, c'est largement perfectible, et on serait ravis avec Capucine par la suite d'avoir vos retours sur comment vous avez implémenté les conseils qu'on peut donner dans cette formation et si ça a marché ou pas. On a déjà fait les présentations, donc on va passer à la suite. Et donc, on va structurer cette présentation en trois grandes parties. Le pourquoi on fait venir la presse, le décryptage des relations presse, donc comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Ah, pardon. Et puis, des conseils pratiques et des outils dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on va détailler. Et je vais passer la parole à Capucine pour cette première partie de pourquoi on fait venir la presse. Merci. Du coup, la première question qu'on se pose, c'est effectivement pourquoi on a besoin de faire venir la presse sur nos événements. Donc, tu peux passer à la diapo d'après. Quand on est militant ou militante dans un mouvement, on peut avoir l'impression que tout le monde pense comme nous. On est un peu dans un microcosme, dans un entre-soi, où on va beaucoup échanger avec nos potes militants, militantes. Et donc, on peut être un peu biaisé par ça et avoir vraiment l'impression que tout le monde a le même niveau d'information et que tout le monde pense comme nous. Mais en fait, c'est pas vrai. Et du coup, utiliser les médias, ça va nous permettre de parler du mouvement, des revendications, de la cause, mais aussi d'atteindre des cercles qu'on ne pourrait pas atteindre avec notre propre réseau de sympathisants et de sympathisantes. Donc ça nous permet finalement de diffuser l'information plus globalement, plus largement, et d'occuper finalement aussi l'espace médiatique. Par rapport à ça, quand les médias nous sollicitent,
c'est assez important d'accepter les interviews pour prendre la place, pour éviter que ce soit d'autres personnes, des adversaires ou des gens qui n'ont pas forcément tous les messages. Donc voilà, on va venir prendre cet espace médiatique. Et donc c'est aussi important de se former pour être capable d'accepter toutes ces interviews. Donc ça, c'est rapidement pourquoi c'est important. Et donc pourquoi est-ce qu'on va prendre la parole, nous, dans les médias. Si vous avez suivi la formation porte-parole, la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est notamment parce qu'on a un message à faire passer. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour se rendre célèbre ou quoi, c'est parce qu'on a un message à faire passer. Dans le cas de la manifestation, par exemple, du 13 mai, on a travaillé sur nos lignes, sur les différents messages qu'on voulait faire passer. Et en fait, ces messages, on les adapte aussi en fonction du type de média, régional ou national, qui viendrait s'adresser à nous. Donc, quand on a ce message à faire passer, on peut se poser trois questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Tu peux laisser sur la diapo orange, Charline. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'intervention que vous faites? À qui vous vous adressez? Est-ce que c'est aux journalistes, à des participants à un débat ou au public? Et quelle est notre intention derrière ce message? Généralement, on ne s'adresse pas aux journalistes, on s'adresse au lectorat. Et donc, c'est aussi important d'adapter un peu notre vocabulaire pour ne pas parler, par exemple, du GIEC, alors que ce n'est pas forcément connu par tout le monde. De l'autre côté, quand c'est les médias qui nous sollicitent, pourquoi est-ce que les journalistes veulent venir nous interviewer? C'est parce que tout simplement, ils ou elles ont un article à écrire, un documentaire à monter. Donc globalement, en fait, ils vont avoir besoin de nous pour faire leur travail et ils ont généralement un angle euh, pour, euh, pour cet article. Quand on est face à un journaliste, c'est aussi important de se dire que le journaliste, c'est pas un allié, mais c'est pas un ennemi non plus. C'est une personne qui a son travail. Son travail, c'est d'écrire un article. Et donc, pour ça, il ou elle va devoir obtenir des informations, de la matière pour aller écrire et pour répondre aussi aux attentes de son lectorat. L'objectif pour le journaliste ou la journaliste, c'est d'avoir l'article le plus intéressant possible et avec un angle précis qui change un peu. Par exemple, je reprends sur la lutte contre l'extension de l'aéroport de Lille. On a une journaliste qui nous connaît très bien, qui écrit souvent sur notre lutte. Et donc, elle, on ne va pas lui donner les mêmes informations et on ne va pas s'adresser à elle de la même manière qu'à quelqu'un qui débarque tout juste et qui n'a pas du tout l'historique du projet. Et donc elle va peut-être aller chercher plus de détails aussi qu'un journaliste qui débarque. Et puis un article, ça peut être soit en réponse à une actualité, un petit encart de 3 lignes dans le journal du lendemain ou dans le cadre d'un dossier complet sur le sujet. Donc en fonction de ça, les interviews vont être plus ou moins longues et on va avoir plus ou moins le temps de déballer tout ce qu'on a à dire. Avec les journalistes, il y a 3 cas de figure possibles par rapport à leur angle. Soit l'angle qui est adopté correspond au vôtre, et dans ce cas-là, tout va bien, on est en zone de confort, c'est tranquille, mais il faut quand même faire attention aux pièges. Dans le deuxième cas, l'angle adopté, ça ne correspond pas au vôtre. Et ça, vous allez le voir assez rapidement avec les questions qui vont vous être posées, parce que ces questions-là vont essayer de vous emmener ailleurs, vers l'angle du ou de la journaliste, et vous ne serez pas forcément préparé à ça. Donc généralement, on fait des média trainings justement pour aller passer en revue toutes les questions qu'on peut nous poser. Mais quand l'angle du journaliste ne correspond pas au nôtre, il va y avoir des questions peut-être plus ciblées, plus fermées, pour nous emmener là où il ou elle veut aller. Puis le troisième cas de figure, c'est quand le ou la journaliste est totalement à côté de la plaque et ne connaît pas le sujet. Les questions sont un peu vagues et puis là, ça laisse pas mal de place aussi quand même pour faire passer nos messages. Il n'est pas informé, il ou elle n'est pas informé, et donc c'est à nous de lui donner de la matière. Euh, quand, euh, Quand on s'adresse à des journalistes, il faut avoir en tête ce concept de la fenêtre de pertinence. Ça nous permet de savoir en fait dans, si notre message peut être accepté ou s'il est complètement à côté de la plaque. Si on est en dehors de la fenêtre de pertinence, dans le cas par exemple des lois sur l'avortement, je la fais à chaque fois. À l'extérieur, à l'extrémité de la fenêtre de pertinence, on va avoir l'idée que n'importe qui pourrait tuer n'importe qui quand il ou elle le veut. De l'autre côté, on aurait l'idée que les érections seraient illégales. Et donc ça, c'est des idées qui correspondent pas à la demande, qui sont pas dans l'air du temps et qui peuvent paraître complètement absurdes et qui vont pas être recevables. Quand on veut faire passer notre message, c'est important d'essayer de le mettre
à l'intérieur de cette fenêtre de pertinence ou juste à côté pour qu'il puisse être entendable. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette fenêtre, c'est que selon le média auquel on parle, elle est plus ou moins large. Plus on va aller vers des médias nationaux, plus la fenêtre va se rétrécir et il va falloir être vigilant et vigilante à ça. Je ne m'étends pas trop là-dessus, mais si vous voulez, on en reparlera après. Donc là, on va vous proposer un petit exercice, un petit jeu. Enfin, prenez-le comme vous voulez. Il n'y a pas de note à la fin, en tout cas. Vous allez être en petit groupe en plus petit groupe que ce qu'on a déjà, je pense, si on y arrive, pour faire une analyse du paysage médiatique local. Donc ça veut dire que vous allez essayer de citer des médias locaux à tour de rôle et si possible, un ou une journaliste de ces médias et essayer de voir finalement si c'est plutôt des copains ou pas des copains. Est-ce que c'est clair sur ce qu'il y a à faire? Non, pardon. Non, c'est pas clair? Enfin, j'ai pas compris, c'est peut-être très clair. Enfin, j'ai pas très bien compris. Du coup, c'est sur des médias locaux, en Oui. fait. Ouais, Et du coup, on n'est pas tous dans les mêmes endroits, alors c'est non, pas facile pour donner des noms de gens en commun. ouais, je me tâte de vous mettre, on va se mettre, enfin, je pense les Lillois, Lilloises, on va vous mettre ensemble. Après, tu peux aussi faire l'exo toute seule si tu veux, Prune, si ça t'intéresse pour le travail. En gros, globalement, on va vous donner cette grille de restitution-là. Vous allez mettre du coup presse écrite, web, radio, télé, et si vous pensez que le média est plus ou moins allié, neutre ou ennemi. Et c'est juste voilà, faire le travail un peu de décryptage de ton paysage médiatique. Donc, si tu veux le faire plutôt sur un contexte national, mais lié à ton sujet, euh, ça peut être très intéressant. Ok, Ok. donc Prune plutôt toute seule, Eh ça te ben, va? ouais. Ça vous va, Céline, Lila Brune et Liliane d'être ensemble? Donc, on vous mettra dans une Oui, salle. oui, bien sûr. Oui. Et puis, du coup, je ne sais pas si Annie, tu veux faire l'exemple plutôt au Sable d'Olonne également toute seule. Comme vous, je n'ai pas de, je n'ai pas d'objectif particulier. Je pense que c'est le plus intéressant pour toi, hein, mais Je démarre ouais. juste, hein, vous savez, donc Mais on peut se mettre je ensemble. peux parler vraiment de la presse écrite. Je ne peux pas parler ni du web, radio, télé. On n'a pas ça encore. On n'a pas été jusque-là. Ok, mais je peux me mettre dans une salle avec toi et essayer de t'aider un peu là-dessus. Et D'accord. Romain, pareil, je ne sais pas trop si tu veux travailler plutôt sur de la presse spécialisée ou locale, parce que c'est vrai que le cas Icar est un peu particulier. Euh, Ma foi, je ne sais pas trop. Je pourrais travailler sur la presse toulousaine ou la presse marseillaise, je sais pas, en fait. Tu peux faire Après, en Mars. fait, Ouais. Romain, moi, ça peut m'intéresser si on peut faire Toulouse ensemble, mais j'ai pas une grande connaissance, mais du coup, je t'aiderai peut-être pas beaucoup, mais ça m'intéresse. Moi non plus, hein, j'ai pas une grande connaissance, mais je Moi, je ne m'attendais savais qu'on fasse pas. des recherches un peu sur Internet, si on a le Ouais, temps, je sais pas. ouais, on a 20 minutes. Et Ok, ben, on vous met ensemble tous les deux. Et puis, super. moi, j'irai avec Annie. Et Violaine, je sais pas ce que tu préfères faire. Euh, Alors moi, je me sens un petit peu hors sujet parce que je ne suis pas là en tant que recherche de, comment dire, de retombées presse puisque je n'ai pas de cause. Je suis un petit peu observatrice. Voilà, donc je sais pas quoi dire. Bah, pas de souci, je te mets pas forcément dans une salle. Ah, par contre, j'aurais dû arrêter l'enregistrement. Et donc, dans cette deuxième partie, on va décrypter un peu comment ça se passe, les relations presse. Et vous allez voir, ça va être marrant parce qu'on va partir d'exemples ratés pour bien voir ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ça, ben, vous saurez après, vous serez blindé pour pas faire ces erreurs. Ça va être marrant d'ailleurs, Romain, parce que c'est des exemples pris à Marseille. Mais bref. C'est pas moi, hein. Non, Nous, on a fait une erreur aussi, hein. oui, oui, oui. Alors, donc voilà, on va analyser des mauvaises retombées presse. Ensuite, on fera ce sera pas une mise en situation parce qu'on ne peut pas, mais ce sera un petit sondage. Et puis ensuite, on verra comment rendre ces relations presse efficaces euh, pour en fait qu'elles marchent au mieux. Donc, ces mauvaises retombées presse, j'en ai trois.
Il y en a une première, et il se trouve que c'était donc France 3 Provence, qui parlait de l'UICN, donc c'est le Congrès mondial pour la biodiversité, c'est en quelque sorte la COP de la biodiversité. La COP, c'est pour le climat, et là, c'est pour la biodiversité. Elle se déroulait à Marseille et Extinction Rébellion, entre autres, avait planifié une action de désobéissance civile non violente qui visait à alerter sur les sponsors de cette grande manifestation, puisque ces sponsors étaient BNP Paribas, la Société Générale, etc. Donc, tout un tas de sponsors qui n'ont rien à faire a priori, dans un événement qui vise à défendre la biodiversité. Et vous pouvez le voir, cette retombée presse est relativement mauvaise. Tout de suite, on le voit au titre, hein, puisque je désactive vos micros, hein, je suis désolée, mais parce que ça, les parasites m'interpellent. Voilà. Puisqu'on a donc ce titre, Congrès mondial de la nature, cette action spectaculaire d'Extinction Rébellion qui n'a pas eu lieu. Il se trouve qu'à l'intérieur, c'est encore plus coton, inédite, spectaculaire, massive, l'action secrète d'Extinction Rébellion prévue ce mardi matin en marge du Congrès promettait du coup, blablabla, etc., etc. Donc voilà, c'est raté, là, clairement. Et c'est pas que l'action qui est ratée, en fait, c'est aussi la manière dont, je pense, les relations presse ont été gérées à ce moment-là, parce qu'en fait, même si l'action n'a pas eu totalement lieu comme elle devait, il y a eu quand même une mise en scène, il y a eu énormément de prises de parole devant le siège de la BNP à Marseille, enfin, il n'y a pas eu rien. Et du coup, il y a quand même moyen, normalement, d'en avoir un article, surtout si les journalistes se sont déplacés, parce que comme on l'a vu en amont, avec Capucine, si un journaliste se déplace, c'est pour faire un article et en général, il ne va pas pouvoir aller partout en même temps, donc il ne va pas pouvoir recommencer 12 fois sa journée pour trouver le bon article à écrire. Donc s'il est là, il a envie d'écrire quelque chose. Et du coup, là, dans cet exemple, je pense que les deux grandes erreurs qui ont été faites, c'est d'une part de survendre l'action. Donc, vous voyez que la journaliste ici n'est pas très contente. Une édite spectaculaire, massive, beau teaser, etc. On lui a vendu un gros truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la deuxième grosse erreur, c'est de l'avoir fait attendre, en fait. C'est que l'action ne s'est pas déroulée comme prévu parce que les forces de l'ordre étaient sur place et bon, plein de choses qui sont indépendantes de la volonté de la personne qui était aux relations presse. Mais en revanche, l'attente, là, ici, se traduit pour un journaliste par un stress énorme puisque la personne ne sait pas si elle va pouvoir couvrir quelque chose et qu'elle a tout misé sur cet événement-là pour pouvoir écrire son article ou monter un sujet, etc. Donc ici, il est fondamental, en fait, de respecter en quelque sorte son travail et de faire en sorte que les timings soient les plus réduits possibles et qu'ils soient respectés. Donc voilà, les deux grands trucs. Faire venir la presse sans leur donner de fausses attentes, mais quand même arriver à les faire venir. Il ne faut pas non plus ne pas trop vendre parce que si jamais on dit oui, ça va être nul et on réduit bien les attentes, bon bah pourquoi la personne se déplacerait? Donc il y a un dosage à effectuer pour donner envie de venir, expliciter à quel point en fait votre action est pertinente, à quel point elle marche, elle fonctionne, mais tout en n'en disant pas trop et en ne mettant pas en avant des choses qui ne vont pas se produire. Et puis, donner de la matière rapidement. Donc, si jamais l'action ne se passe pas comme prévu, on peut imaginer de donner en amont une interview, de faire venir un porte-parole pour préciser les messages, pour qu'il y ait au moins en fait, du fond à écrire, même si la forme ne se déroule pas comme prévu. Donc, voilà. Et puis, globalement, c'est ça. Un deuxième mauvais exemple. Donc là, c'est Mars Actu. Donc, c'est un journal qui est plutôt, c'est un web à Marseille, qui est pas militant, mais qui est quand même plutôt progressiste. Enfin, donc voilà. Et ici, il parlait de la base, donc le lieu associatif et militant qui venait d'ouvrir à l'époque. Et en fait, ils avaient fait une visite de la base et donc ils détaillaient un petit peu ce qu'ils avaient ressenti là. Et bon là, on ne voit pas au premier abord que l'article va pas forcément être tout à fait mauvais, pas tout à fait bon. Enfin, en tout cas, la base grande colloque des écolos marseillais, bon,
pourquoi pas, c'est cool. Mais on retrouve au sein de l'article des choses qui ne vont pas, qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant, en fait. Par exemple, je prends le début du deuxième paragraphe. Plusieurs membres de la base le reconnaissent. La partie sociale du projet est encore peu développée. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était un souhait que ça transparaisse dans cet article, mais je ne pense pas. Et puis après, plus loin, on a des petites histoires de conflits qui se sont déroulés à la base. Donc, je sais plus où c'est. Accoudé au comptoir, Timothée, militant de la cause cycliste, casse quelque peu l'ambiance. Tout n'est pas toujours rose à la base. Le jeune homme s'est fâché avec un autre collectif et il se fait discret depuis, etc., etc. Et donc voilà. Et donc, en fait, je pense qu'a priori, on n'a pas forcément envie que ce genre d'infos sorte dans la presse. Là, le message n'a pas forcément été complètement cadré par la personne qui a fait les relations presse. Enfin, j'imagine qu'il n'y en avait pas, en fait. Le journaliste est juste venu visiter tranquillement la base et parler à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et en l'occurrence, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser les journalistes dans la nature. Voilà, un problème de message non défini ou non communiqué aux personnes présentes lors du reportage et peu ou pas assez d'accompagnement de la journaliste lors de sa visite. Et après, si jamais on a envie de mettre en avant ce type de message, d'expliquer que tout n'est pas toujours rose, on peut avoir envie, mais dans ce cas-là, il faut contextualiser, expliquer en quoi et que ça serve en fait le message du lieu. Et là, c'était pas du tout le cas. Voilà. Donc, on en arrive avec 3 grands principes. On les fait venir, mais sans leur donner de faux espoirs. On leur donne rapidement la matière pour qu'ils puissent travailler. Et on ne dévoie pas notre message, on essaye de garder pour nous les informations qu'on souhaite garder en interne et qui n'ont pas à transparaître dans la presse. Tout simplement. Voilà. Alors, les mises en situation, c'est pas des mises en situation, c'est Capucine qui va vous proposer un petit exercice. On a beaucoup parlé, vas-y. Ouais, alors je vous mets un lien dans le chat sur lequel il faudra cliquer. Du coup, l'idée, c'est sur ce lien d'écrire ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle d'un contact presse. Selon vous, quel est le rôle du contact presse le jour J, pendant l'action, pendant la manifestation, quand vous faites venir quelqu'un, quel est le rôle du contact presse? Donc là, sur le lien, normalement, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une... Je ne sais pas trop quelle interface vous avez, moi j'ai l'autre côté. Je vois que déjà, il y a Romain qui est connecté et qui a écrit son prénom. Merci Romain. Donc ça fonctionne. Et du coup, sur ce que vous avez devant vos yeux, moi je n'ai pas la même chose que vous, vous pouvez écrire et répondre à la question quel est le rôle du contact presse selon vous. Donc, je vous laisse un peu de temps et normalement vous devrez pouvoir voir les réponses des autres. Petite précision, on a employé plusieurs fois les mots contact presse et porte-parole. C'est 2 rôles distincts et ça peut aussi vous aider à définir un peu ce que vous imaginez, que vous mettez dans cette case contact presse. Et j'ai pas compris comment on répondait à ça. Comment on appuie où pour répondre? Alors, il faut cliquer dans la discussion. Discussion, d'accord. Voilà, Capucine a mis un lien. D'accord. Et je ne sais pas, Charlène, si tu peux... Bon, I don't understand Trop bien. Ouais, globalement, c'est chouette d'avancer. Il est cool, ce outil. Merci l'Université de Lille. Donc, entretenir les liens avec les journalistes, on a un petit cœur qui s'est posé dessus. Être l'interface entre le journaliste et le porte-parole, amener le journaliste sur la partie de l'événement que l'on veut qu'il couvre, lui montrer ce qu'on veut qu'il couvre et pas le reste. C'est intéressant, ça. Ouais. Moi, dans ce que vous avez dit, il me manque un truc, je crois. Mm. Je sais pas si on a le même du coup, Capucine. Ben Je peux oui, intervenir. Non, vas-y.
un truc qui me semble important aussi et qu'on manque, enfin, que souvent on n'a pas en tête pour ce pôle du contact presse, c'est aussi de donner du contexte. On a parlé tout à l'heure de l'angle du journaliste qui n'est pas forcément pertinent, donc qui est parfois à côté de la plaque, parce que il n'a pas eu le temps de préparer son sujet. Enfin, c'est un travail de flux et c'est compliqué. Et en fait, du coup, pour avoir une bonne relation, pour avoir une bonne retombée presse, il faut que votre porte-parole puisse s'exprimer le plus facilement possible et dire le plus de trucs pertinents possible. Et pour ça, le mieux, c'est que la personne qui est aux relations presse fasse en amont un petit travail de remise en contexte, de réexplicitation de pourquoi on est là, de ce qu'on fait, etc. Sans piquer la place au porte-parole, parce que sinon le journaliste ne voit pas l'intérêt d'avoir deux interlocuteurs, mais quand même en donnant suffisamment d'infos, parce que parfois, en fait, votre truc, il est super alambiqué. Enfin, ça fait longtemps que vous faites campagne et vous n'avez pas forcément tout repris depuis le début et le journaliste n'a pas lu vos communiqués précédents, etc. Donc, avoir un petit pitch un peu précis et qui donne l'amont de votre action, c'est indispensable. Voilà. Je sais pas si tu voyais d'autres trucs, Capucine, qui... Non, il y avait ça. Je voyais la même chose et Annie a rajouté dans le chat écouter et retransmettre le discours du militant. Et il y a Romain qui voulait prendre la parole. Vas-y, Romain. Ouais, en fait, quand on dit que on veut restreindre, en fait, entre guillemets, Je t'entends plus, ça coupe. Est-ce que c'est que chez moi? Non, j'entends plus non plus. Mince. Romain, on t'a perdu. Oui. Bon, on va peut-être vous m'entendez? pousser. Ah, là, c'est bon, on t'entend. Oui, pardon, Vas-y. désolé. Oui, quand vous dites du coup qu'il faut restreindre entre guillemets la presse à ce qu'on souhaite leur montrer, est-ce que dans les faits ça fonctionne dans le sens où il y a quand même peut-être des gens qui sont aussi là pour voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire ou parler à des gens qui sont pas justement formés au porte-parole. Et comment on gère ça en fait? Enfin, après, c'est peut-être une question pour plus tard, mais ça me semble un peu, comment, autoritaire. Non, mais Moi, ça, Parler à celui-là et point barre. ça non. m'intéresse beaucoup ce que tu dis là, parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'il attend, parce que le journaliste, il a une commande aussi pour son journal, hein. Et de fait, il faut qu'on puisse entendre ça et savoir comment lui permettre de nous écouter et tout ça. Et c'est ce qui est le plus difficile, quoi, parce que comment va-t-il retransmettre ça? Parce que je vois avec le journal des Sables, nous, on voit ce qui est... Est-ce que tu veux répondre, Capucine? J'ai pas trop d'éléments de réponse là-dessus. Ok. Dans ma tête, oui, mais j'arrive pas à le formuler. Non, J'en ai pas non plus, hein. moi, Romain, je pense que c'est pas autoritariste, c'est le jeu, en fait. Et les journalistes le savent, c'est-à-dire que c'est pas très... Eux, ils n'ont pas forcément besoin de descendre des gens en flèche, ils n'ont pas besoin de casser sur le dos de quelqu'un, ils n'ont pas besoin, ils ont juste besoin d'écrire un article. Et en fait, plus ils parlent à des gens préparés, plus c'est facile pour eux. Plus tu auras un communiqué de presse qui sera carré, plus c'est facile pour eux. Et donc, c'est pas... Enfin, oui, il y a parfois des journalistes qui veulent coincer, etc., ou les médias d'investigation. Souvent, par exemple, voilà, on a l'habitude de travailler avec des médias d'investigation. Mars Actu, c'est un petit peu ça. On a Médiacité, à Lille, à Lyon, un peu partout. Eux, ils fouillent un peu plus. Et donc, oui, il faut être plus carré on va pas leur mentir. Mais en revanche, je pense que non, c'est vraiment pas un problème de leur proposer ce type d'interaction avec les bonnes personnes. Et en général, ils se plient au jeu assez facilement. Et je pense que dans le cadre de la base là, de l'article, peut-être qu'ils auraient quand même insisté pour parler à davantage de personnes, mais quand même, ça aurait pu être un poil mieux cadré, quoi. Ça aurait peut-être pas été, ça n'aurait pas changé la face de l'article.
mais quand même, je trouve que, bon, donc, voilà, ça n'a pas été assez accompagné. Mais alors je me permets aussi d'intervenir parce que en fait, on peut aussi avoir une parole qui n'aurait pas dû être. Et comment on récupère ça? Comment on fait pour justement à nouveau revoir le journaliste et faire un autre communiqué pour. Ah, ça, par contre, il n'y a pas de deuxième tentative. Il C'est n'y a pas plutôt, de. il n'y a pas de deuxième tentative, il n'y a pas de Ah, deuxième chance. Si on a dit quelque chose qui est faux ou si on a dit ça, non. Mais du coup, ça sort un peu de la question des relations presse parce que d'accord. c'est plutôt le travail du porte-parole, ou de la porte-parole. Mais ouais, non, ça, par contre, on peut pas. Enfin, c'est très compliqué, ça reste. Ouais. Oh, mais d'où l'intérêt de préparer en amont avec le collectif, et c'est tout ce qu'on dit dans la formation porte-parole là, préparer en amont avec le collectif et de manière vraiment approfondie l'ensemble des éléments de langage qu'on va déployer ensuite devant la presse. Et que si on n'a pas fait ce travail-là, bah, c'est vrai qu'on est un peu sans filet, quoi. Voilà. Du coup, ma question, elle était peut-être pas assez précise, mais imaginons qu'un journaliste vienne à la base, il discute avec le porte-parole ou la porte-parole, ça se passe bien, et là, eh bien, je sais pas, il se passe quelque chose, il y a un autre journaliste qui veut parler à le ou la porte-parole, et ce journaliste-là, finalement, il va ensuite discuter avec d'autres. Est-ce que le contact presse, il coupe court à la discussion Mhm. en disant: «Bah non, c'est pas avec lui qu'il faut discuter», ou est-ce que on le laisse, quoi? C'était plutôt ça, en fait, finalement, Ok. ma Dans la forme, enfin, comment tu fais concrètement? ouais, voilà. Bah, déjà, tu prévois plus de porte-parole. Comme ça, OK. t'as pas cette erreur-là. Et après, ça dépend. En fait, si ça se passe bien avec la personne et que le journaliste a envie d'avoir un retour qui est un peu spontané et que tu as confiance que cette personne va pas trop sortir du cadre, alors c'est bon. Sinon, oui, tu peux couper court et tu peux dire bah non, désolé, cette personne n'a pas été désignée pour parler au nom du collectif. Je vais plutôt vous demander d'attendre que le porte-parole soit disponible pour vous donner le message. Ce serait un peu bizarre de le faire à la base, là, dans l'exemple donné, mais par contre, sur une action, c'est totalement action ou manif ou quoi, c'est totalement compréhensible et légitime. Et après, parfois, il y a des journalistes qui veulent les points de vue de passants, de passantes ou de gens qui viennent juste rejoindre la manifestation. Et généralement, c'est cadré, enfin, dans le sens où le ou la journaliste ne va pas présenter cette personne comme membre de l'association, mais comme passant, passante. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de débordement. Enfin, c'est participant. C'est, mettons que ils interviewent quelqu'un qui participe à la manifestation. Si la personne ne se présente pas en tant que porte-parole de l'association qui a organisé, il n'y a pas de raison que le journaliste le ou la présente en tant que tel. Donc ça peut être, si tu vois qu'il y a un journaliste qui va vers un passant ou une passante, tu peux aussi laisser l'interview se dérouler et aller récupérer le journaliste derrière pour lui dire, bah, si vous voulez, on a notre porte-parole aussi, si vous voulez les messages de l'association, notre porte-parole est là, il est disponible et vous pouvez très bien aller lui poser les questions aussi pour le tourner peut-être de manière un peu plus douce. Et après, au montage, on ne sait jamais ce qui est gardé, mais voilà. C'est Merci. plus clair? Ouais, Ouais, merci. trop bien. En gros, il faut que vous voyez le rôle du contact presse comme le rôle du babysitter des journalistes. C'est leur donner un rendez-vous précis, s'assurer en amont qu'ils seront là, peut-être envoyer un petit texto de rappel pour dire au fait, est-ce que quelqu'un de votre rédaction se rendra disponible pour notre truc, les amener sur le lieu de l'action, leur faire rencontrer la bonne personne, leur demander à la fin leur contact et leur demander si tout s'est bien passé et s'ils sont contents d'être venus. C'est un peu, voilà, on babysit gentiment, souplement, et puis oui, avec beaucoup de bienveillance et de cordialité, mais en tout cas, on cadre, quoi. Voilà. OK. Et puis à la fin, on peut leur redemander leur contact aussi pour vérifier qu'ils sont dans notre fichier presse. Mais on en parlera après, je crois. Yes, on en parle après. Trop bien.
Et ben bravo, vous avez tout pour devenir un contact presse le jour J de l'action. Et juste pour info, ouais, un mini truc. C'était moi ou c'était toi, Capucine, qui devait en parler? Ça, peut-être toi. Non? Ok. C'est toi. Bah, c'est juste vous dire aussi que en fait, en fonction du média, les journalistes n'ont pas les mêmes attentes. Je vais dire un truc hyper basique. Attachez vos ceintures. Mais quand on fait de la télé, on a besoin d'images. Et quand on fait de la radio, on a besoin de son. Et quand on fait de la presse écrite, on a besoin de ni l'un ni l'autre, mais on va prendre des notes. Et bref, en fait, du coup, ça veut dire qu'en fonction du journaliste que vous avez en face, vous allez demander le média, vous allez dire, OK, c'est de la télé, bon, bah, il faut que je l'emmène à un endroit visuel où il va se passer quelque chose. Vous pouvez pas rester voilà, là où il n'y a rien et où c'est moche. Il faut qu'il y ait la banderole derrière, il faut qu'on voit les gens, il faut qu'on voit le porte-parole. Et à l'inverse, pour la radio, parfois, ils ont besoin de prendre un peu plus de temps pour faire du son. Donc, ils en font dans leur coin. Et puis après, ils demandent à avoir un porte-parole et à lui tenir la jambe pendant 10 minutes. Du coup, voilà, c'est un peu, faut s'adapter à ces différentes demandes. Et en fonction du moment de l'action, vous allez peut-être privilégier qu'un journaliste ou un autre passe en premier parce que ça va être plus intéressant pour lui par rapport à ses collègues qui vont patienter sagement parce qu'en fait, ils voient bien que c'est moins intéressant pour eux. Donc voilà, il faut doser un peu à qui on parle. Et puis, quand les journalistes ont des spécificités, quand c'est plus donc un journal local ou un journal d'investigation ou de la presse généraliste, faut faire attention à ce à leurs attentes, en fait, faut être un peu à l'écoute. C'est du babysitting, hein, c'est vraiment ça, je vais le dire, mais c'est genre, voilà, voir, qu'est-ce que ce journaliste attend, qu'est-ce que ce journaliste demande, quels est son besoin et y répondre avec le plus d'efficacité possible. Voilà. Et ben, si c'est tout bon, c'est pour toi, Capucine, sur les relations presse efficaces. Oui. Donc, comment on peut rendre nos relations presse efficaces pour éviter un peu les petits couacs qu'on a vus jusque-là, et puis finalement pour avoir des belles retombées presse. Donc déjà, il y a une règle d'or dans relation presse. Attention, comme l'a dit Sharon tout à l'heure, accrochez vos ceintures. Il y a relation. Et qui dit relation, dit deux personnes. Et entretenir aussi cette relation. C'est finalement comme une relation amicale ou de famille. Finalement, il y a quelque chose qui s'entretient. Et dans une relation, il faut bien connaître la personne. Donc dans la relation presse, il faut bien connaître le métier de journaliste et savoir un peu donc les tenants et les aboutissants dont on vous a parlé tout à l'heure. Le fait qu'il y a besoin, qu'ils ont un message, qu'ils ont un article à écrire avec un angle et qu'ils ont besoin de contenu, vidéo, si c'est de la télé, tout ça, il faut le garder en tête. Il faut aussi connaître la personne en face de nous, le ou la journaliste, et reconnaître aussi que c'est une personne. Parfois, ça va être des journalistes qu'on ne connaît pas particulièrement, mais c'est des humains qu'on a en face de nous, et donc on va entretenir aussi le lien avec eux, et on n'est pas là que pour répondre à des questions. Et donc c'est pour ça qu'il faut être poli, courtois, avenant et souriant pour que ça se passe bien. Donc, pour entretenir cette relation, quelques petits conseils qu'on vous donne. Si c'est possible, évitez de changer de contact presse à chaque action. Pour le collectif, c'est chouette de pouvoir changer de temps en temps parce que ça évite que ce soit toujours la même personne. Mais c'est bien si c'est 2 ou 3 personnes différentes et que ça tourne entre ces 2 ou 3 personnes, mais que ce ne soit pas 15 personnes différentes. Ne pas changer de contact presse, ça va vous permettre d'établir une relation de confiance réciproque et donc finalement d'être identifié par les journalistes, par la PQR, la presse quotidienne régionale. Et donc, dès qu'ils vont avoir un sujet, une question, ils vont nous appeler assez facilement. Et ça peut être très pratique d'avoir enregistré leur numéro avant pour pouvoir leur répondre rapidement. Moi, ce que j'ai fait dans mon téléphone, avant chaque nom de journaliste, il y a écrit le nom du média. Donc, par exemple, j'ai La Voix du Nord, Anne-Gaëlle Dubois. Et donc, comme ça, quand j'ai mon téléphone à côté de moi ou que je le reprends, je vois qu'elle a essayé de m'appeler, je sais que c'est un média et donc je vais la rappeler assez rapidement. Ça m'évite d'avoir l'impression que c'est un inconnu qui m'appelle ou une inconnue. Et donc, ça permet aussi de soigner un peu cette relation de confiance parce que quand je décroche, je sais qui est au bout du fil et je peux. Du coup, maintenant, Anne-Gaëlle Dubois, c'est presque une amie, quoi. On se demande comment ça va. C'est très chouette. C'est rigolo.
Et donc, plus les relations presse sont bien bâties, plus c'est facile. L'exemple d'Anne-Gaëlle Dubois, par exemple, mais aussi d'autres qu'on a à Nada. Quand on a ces relations qui sont, du coup, qui a un climat de confiance, qu'on connaît bien les personnes, on a moins besoin de s'y prendre à l'avance pour envoyer nos communiqués de presse. Si on l'envoie une semaine avant, c'est très bien parce que les gens nous connaissent, ils nous font confiance, ils savent que les horaires qu'on va leur donner, c'est les bons, et donc il y a un peu ce côté facile. Et puis, pour faire venir les journalistes, il y a moins besoin de convaincre aussi. Par exemple, là récemment, on en parlait un peu, on a eu des nouvelles du ministère de l'Intérieur, disons-le comme ça, et donc la lutte contre l'extension de l'aéroport de Lille est parue dans un journal, et c'est les journalistes qui nous ont appelés, et pour certains, c'est les journalistes qui nous ont appelés, pour certains médias, pour d'autres, c'est nous qui avons été les chercher, mais en gros, je leur ai envoyé un texto en disant, voilà, si vous voulez que je réagisse à cette actualité, vous pouvez m'appeler. Et donc, j'avais pas vraiment besoin de les convaincre, ils m'ont rappelé pour la plupart. Donc, c'était assez simple, et ça nous a permis d'avoir pas mal de retombées presse à ce moment-là, un moment qui était creux pour Nada, et donc c'était plutôt pas mal. On parlait de bien connaître le métier de journaliste, donc on va en parler un peu plus maintenant. Les journalistes dans la presse quotidienne régionale, ils sont répartis par thématique et par localisation. Donc par thématique, c'est société, faits divers, justice, économie, sport, culture, tous ces trucs-là. On trouve rarement la catégorie climat ou environnement. Ça va être dans société ou dans économie, selon les sujets qu'on traite. Et par localisation, en l'occurrence, là, les exemples qu'on a mis, Villeneuve-d'Ascq, Seclin, c'est des communautés des communes, pardon, autour de Lille. Et donc, on a la Voix du Nord, Villeneuve-d'Ascq, la Voix du Nord, Seclin, et les journalistes sont sur ces secteurs-là. Et donc, selon le lieu de notre action, peut-être qu'on va être réorienté vers un ou une journaliste d'un autre secteur. Donc, il y a des agences locales, mais souvent, il y a un manque de journalistes, et donc il peut y avoir une frustration parce qu'ils ne vont pas pouvoir venir tout couvrir. Et donc, ils vont peut-être nous appeler un peu plus pour avoir plus d'informations sans être venus. Donc, il faut être un peu préparé à ça aussi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut s'adapter à leurs attentes et avoir nous aussi un angle. C'est les lignes de cadrage dont je parlais un peu tout à l'heure. En presse quotidienne régionale, ils vont chercher à couvrir les sujets d'actualité, mais avec un angle local. Donc, par exemple, si on prend la semaine de mobilisation pour la réduction du trafic aérien, on a les messages nationaux qui vont, j'espère, paraître dans une tribune. En tout cas, nous, on a la tribune à disposition, et on les a réadaptés avec l'angle de l'aéroport de Lille, avec des subtilités locales pour que ça intéresse finalement la presse ici. Et donc, pour s'adapter à leurs attentes, il faut faire la bonne action au bon moment pour qu'ils puissent faire un sujet. Enfin, que ça puisse être un sujet chez eux aussi. Un autre point important, c'est que les journalistes peuvent être assez libres dans le choix de leurs articles, mais la contrainte qu'ils vont avoir, c'est le nombre de signes, l'espace qu'ils vont avoir de disponible dans le journal, l'espace physique. Et tous les jours, il va falloir remplir une double page sur une thématique et 5 ou 6 pages où tous les sujets du jour doivent être abordés. Donc, ils vont adapter le contenu en fonction de ça. Et par exemple, Médiacité, ils ont un truc qui s'appelle Dans l'œil de Médiacité, et c'est une petite rubrique assez courte qui est publiée tous les mercredis, je crois, quelque chose comme ça, ou voire même tous les jours, où c'est juste des petites infos rapides. Et d'ailleurs, c'est du contenu en accès libre, le reste est pour les abonnés, et donc ils s'adaptent. Donc Charlotte précise que c'est des chiffres d'exemple de la Provence qui ne sont pas forcément généralisables pour tout le monde. Et donc, connaître le métier de journaliste, c'est aussi connaître leurs habitudes et leurs préférences. Les chiffres qu'on a, c'est pareil, c'est après discussion avec la Provence, mais qui s'appliquent quand même pas mal à ce qu'on a pu expérimenter. Généralement, ils sont dans leur bureau entre 8h30 et 19h. Ils vont peut-être partir sur le terrain, mais en tout cas, ils travaillent entre 8h30 et 19h. La réunion de rédaction, elle est généralement vers 10h. Donc, si on veut envoyer quelque chose, il faut peut-être le faire avant la réunion de rédaction. Il faut être assez réactif ou réactif, donc pas manquer l'appel quand c'est eux qui viennent vers nous, et quand il faut les recontacter, c'est jusqu'à 18h maximum, c'est écrit quoi. Le week-end, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir peu de journalistes présents, donc il vaut mieux viser la semaine. Et ensuite, le contact par SMS, ça permet de laisser une trace écrite et
ça permet aussi aux journalistes d'être plus réactifs, réactives. Donc voilà. Ensuite, un autre conseil, c'est de ne pas envoyer les communiqués de presse à trop de journalistes d'une même rédaction pour éviter un peu ce côté de lassitude. Tac, tac, tac. Oui, il faut savoir aussi que sur les actions de désobéissance civile, leur position peut être un peu complexe ou ambivalente. Une action spectaculaire, ça va plaire aux médias d'image, donc à la télé, et les actions brèves, c'est des actions qui peuvent être brèves et donc c'est pas toujours rentable pour les journalistes de se déplacer. On l'a vu, quand, début octobre, on a organisé l'action avec Rester sur Terre. Il y avait beaucoup de questions qu'on nous posait en amont sur, «Mais combien de temps ça va durer? Vous serez combien de temps sur place? Qu'est-ce que vous prévoyez exactement de faire?» Parce qu'ils avaient besoin de savoir si ça valait le coup, de se déplacer. Le timing est aussi compliqué parce qu'on ne peut pas prévenir trop tôt pour éviter le risque de fuite de l'information. Et enfin, sur le métier de journaliste, quelques conseils et idées qu'on vous met là. S'ils veulent garder le lien et savoir ce qu'on fait, on peut leur proposer de s'inscrire à une newsletter qu'ils pourraient intégrer dans leurs agendas et ça leur permet d'avoir les informations plus facilement. Et puis, on peut aussi développer des formats de conférences de presse qui réunissent plusieurs acteurs ou actrices, des scientifiques pour donner de la légitimité, des experts plus ou moins pointus, les porte-parole de l'association ou nos avocats, par exemple. Et puis, on peut aussi varier le type de médias. On peut aller voir du côté des podcasts qui vont avoir tendance à creuser un sujet précis. Et c'est des formats un peu plus longs et plus sous forme d'enquête. Ça peut être assez intéressant aussi pour nous donner de la visibilité. Ensuite, il y a un ingrédient magique, c'est le timing de l'action. Notre cible, c'est pas les médias, c'est le lectorat, comme toujours. Et donc, il faut pouvoir en fait, être réactif et réactive. Et donc là, je laisse la parole à Charlène sur ce timing. Ouais, un mini focus là-dessus. On ne répétera jamais assez que le timing, c'est super important. En fait, moi, j'arrive plus à comprendre les militants qui font des actions contre un truc, mais qui le font à un moment où c'est complètement le creux de la vague, parce que justement, c'est sûr qu'on n'aura pas la couverture médiatique et qu'on se fatigue pour rien. En revanche, quand vous avez quelque chose de pertinent dans l'actualité, genre on veut interdire les jets privés, bon bah faisons une action sur les jets, bah ça a du sens. Bref, donc un mini exemple avec l'action d'ANV COP21 à Glasgow, parce que c'était plutôt réussi, on a eu des tonnes de millions de retombées presse, c'était incroyable. Alors qu'on a juste fait, comme vous pouvez le voir, cette photo juste devant les bâtiments de la COP, on voit même pas bien derrière. Mais bref, on a mis une banderole et on avait des fumigènes et il fallait que au début la banderole aurait dû être enflammée, mais finalement elle l'a pas été. Et on a sorti des portraits d'Emmanuel Macron qui ont été donc prélevés dans les mairies, pour symboliser l'inaction climatique de la France. Et en fait, ce qui était intéressant avec le timing de cette action et ce qui a fait qu'elle a marché, c'est justement qu'on l'a fait juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Vraiment, c'est un timing à une demi-journée près. On l'a fait juste avant et donc c'était le moment où tous les médias cherchaient quelque chose à dire sur Macron. Parce que leur angle aux médias français, c'était la France, c'était Emmanuel Macron, mais ne savaient pas quoi dire parce que le discours n'avait pas encore eu lieu. Et du coup, en sortant l'action pile au bon moment, il y a de la matière, il y a de l'intérêt, et donc c'est parti. Et ensuite, on finit dans le quotidien. Et donc, alors qu'on n'avait pas du tout prévu, on avait prévu que ce serait chouette, mais peut-être pas à ce point. Donc voilà, c'est juste un mini exemple. Et moi, je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête à faire des actions gigantesques. L'important, c'est juste qu'elles soient faites au bon moment, en fait. Et que on se fatiguerait beaucoup moins si on prenait toujours le bon moment pour faire les actions. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on a des vies à côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une importance du timing. Et à l'inverse, par exemple, exemple récent, on a fait une conférence de presse à Marseille pour parler tourisme. J'ai pas cet exemple-là, non. Mais voilà, ah oui, pardon, je vous ai pas montré d'abord qu'on avait tout. Bon, on avait fait oui, un truc important, c'est qu'on avait fait aussi des objectifs de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme différentes retombées presse.
Et en l'occurrence, on a quasiment atteint tous nos objectifs à l'exception des 3 langues. Mais c'est parce qu'on n'a pas retrouvé les retombées, mais on sait qu'on a parlé à de la presse étrangère beaucoup aussi. Bref. Voilà. Et en gros, ouais, ce que je voulais dire, le contre-exemple, c'est la conférence de presse qu'on a pu faire à Marseille pour la sortie d'une étude sur le tourisme et sur les liens économiques entre tourisme et aviation. C'est une étude qui est inédite, qui est intéressante, qu'on a lancée à Marseille exprès parce qu'elle parle de l'extension de l'aéroport de Marseille. Et malheureusement, on a fait ça, on pouvait pas prévoir, mais on a fait ça 5 jours après l'effondrement de la rue de Tivoli. Et donc, en fait, tous les médias étaient en boucle sur cet effondrement d'immeuble qui évidemment est très choquant. Et donc, là, et ils avaient donc absolument aucun espace médiatique, ou très peu, pour couvrir notre sortie. Et donc là, c'est vrai qu'on a des résultats beaucoup plus mitigés quand on a ce type d'événement indépendant de notre volonté qui vient prendre le dessus sur le moment médiatique qu'on essaye de créer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à penser vos actions et vos relations presse en termes de, en les incluant dans un temps médiatique pertinent. Et plus vous allez penser comme ça, en tout cas réfléchir à ces opportunités, plus ce sera facile en tout cas de comprendre comment la mécanique un peu journalistique et la mécanique du monde médiatique. Après, on ne fait pas des actions que pour eux, mais en tout cas, quand on veut, voilà, si on veut buzzer, si on veut que ça marche, ça peut être bien de penser dans ces termes-là. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux conseils pratiques et aux différents outils des relations presse. Ça va être assez dense, je pense. Dans mon souvenir, c'est assez dense. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Et dans tous les cas, vous pourrez revoir C'est ça que je lui ai demandé. l'enregistrement. Ah, Oui, d'accord. le document et l'enregistrement. Donc, si jamais ça va trop vite, pas de souci. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Je vais... Alors, les conseils pratiques. Donc, je vais vous présenter 5 outils différents. Comment on communique avec les journalistes, le communiqué de presse, le fichier presse, les retombées presse et comment faire publier une tribune. Alors, comment on communique avec les journalistes? Bon, on a un peu esquissé ça avant avec Capucine. D'abord, un peu de vocabulaire. Donc, vous avez 3 grands trucs à savoir et il n'y a que ça. C'est que sous embargo, ça veut dire que c'est une info ultra confidentielle, mais que vous la donnez en amont. Donc, c'est vraiment après avoir bâti une belle relation de confiance avec le journaliste. Vous n'allez pas faire ça comme ça au hasard à n'importe quel journaliste. Mais du coup, l'intérêt, c'est que la personne en question, ou les personnes, si vous le donnez à plus de personnes, c'est pas une exclue, vous pouvez le donner à plus de personnes, mais donc ces journalistes vont pouvoir préparer leur sujet en amont, ce qui va leur permettre d'être plus efficaces au moment où vous levez l'embargo pour pouvoir sortir leur article vite et que justement, en termes de timing, ça soit pertinent. Encore une fois, on revient toujours à cette logique de flux, c'est le timing qui prime. Donc ça repose sur une confiance absolue dans votre interlocuteur. Donc évidemment, ne balancez pas à l'ensemble de vos contacts une info sous embargo, ça serait un peu risqué, c'est un peu osé. Quand vous proposez une avant-première à un journaliste, c'est une info qui est donnée à plusieurs journalistes, mais en amont, et qui n'est pas forcément confidentielle. En gros, vous leur proposez de publier quelque chose avant tout le monde, et ils peuvent la communiquer s'ils le souhaitent. Donc la différence avec l'embargo, c'est que là, vous ne levez pas l'embargo à un moment donné. C'est bon, ils peuvent publier. Par contre, l'intérêt, c'est de le donner à pas beaucoup de monde. Si vous donnez une avant-première à 5 médias, ça n'a pas de sens. Et l'exclu, donc c'est encore plus fort, c'est là on donne vraiment l'info à un seul média et on lui garantit que seul ce média pourra publier votre info. Donc c'est souvent le cas pour les tribunes. Quand vous proposez une tribune, on verra à la fin, le média va vérifier qu'il est bien le seul à pouvoir la publier parce que ça serait très bizarre qu'il y ait un autre média concurrent qui puisse
la publier. Voilà. Un truc hyper important, le off n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est fake news. Tout ce que vous dites à un journaliste peut être utilisé et peut finir dans un article. Après, il y a un degré de confiance réciproque encore qui s'installe. Et donc, vous allez devoir tâter si oui ou non vous pensez que cette personne est digne de confiance et vous pouvez lui donner davantage de contexte pour justement qu'elle amène quelque chose de positif pour vous, ou si vous allez plutôt essayer de taire un certain nombre de choses pour que vos messages passent bien, pour être sûr qu'ils ne sont pas dévoyés. Donc ça vient beaucoup de l'expérience hein, de doser ça. Moi, récemment, j'ai dû parler à un média d'investigation et c'est vrai que je me suis sentie très à l'aise avec le journaliste, mais je ne savais pas si j'en disais trop. Enfin, j'étais vraiment dans une dynamique où, pas comme d'habitude, quoi. D'habitude, on tient ses messages et on dit que ça. Là, je disais un peu plus et voilà. Bon, je pense que ça valait le coup parce que on va voir. Je ne sais pas encore si ça valait le coup. Bref, je vous dirai. Mais en tout cas, voilà, le off n'existe pas. Donc, ça veut dire que même quand on a établi une relation de confiance, etc., on va éviter de parler d'un certain nombre de choses qui ne sont pas dans les lignes de com. Ensuite, on a différentes formes possibles pour parler aux journalistes, outre le SMS qui marche très bien. Donc d'abord, on peut faire des communiqués de presse. Les communiqués, on va voir un peu après. On peut en faire avant, après ou en réaction à l'actu. On peut, à un instant, j'ai besoin de tousser et de boire un. Désolée. Ensuite, on peut proposer des interviews, par exemple une réactive ou bien un portrait. Donc, Capucine, c'est ce qu'elle a proposé quand le ministère de l'Intérieur s'est intéressé à Nada. Elle a dit, si vous voulez, je peux réagir à ça. Et boum, on a eu plein de retombées presse, gratos. Enfin, on n'avait pas cherché plus que ça, mais c'était chouette. On peut proposer des conférences de presse, donc où on invite un certain nombre de porte-parole ou d'interlocuteurs à exprimer une position et à du coup donner des contenus plus intéressants, plus fouillés aux journalistes. Et puis on peut aussi organiser des déjeuners presse avec un porte-parole ou avec d'autres personnes pour fouiller un sujet. Globalement, c'est ça. Et puis, toujours les SMS et les appels. Donc, c'est nécessaire, en fait, après avoir envoyé votre communiqué de presse qui annonce quelque chose, de remettre une couche pour certains journalistes ciblés pour être sûr qu'ils vont venir. C'est bien de les appeler directement si jamais on n'a pas encore eu vraiment un contact privilégié avec eux. C'est pas toujours facile, c'est d'avoir le temps ou de prendre, de faire ce travail-là. Mais en tout cas, je vous recommande de vous y essayer de plus en plus pour avoir de plus en plus aussi une cartographie et un ciblage de vos journalistes, qui vont être intéressés par votre, thématique. Et puis, vous pouvez également utiliser Twitter. Énormément de journalistes l'utilisent et c'est un outil de travail fondamental. Donc, vous pouvez, par exemple, si jamais un journaliste n'a pas pu se déplacer, mais que vous publiez un décryptage ou vous publiez un communiqué de presse sur Twitter, taguer la personne en commentaire pour lui dire au fait, l'info est là. Il ne faut pas faire ça 12 fois par jour hein, parce qu'ils vont très vite se lasser et vous blacklister. Mais si vous le faites de temps en temps, ça peut être intéressant et ça peut permettre de repêcher une personne qui n'a pas pu venir. Et pareil, ils ont parfois leur message privé, donc leur DM ouvert, ce qui permet aussi de les contacter pour avoir un contact plus direct. Voilà. Comment on fait pour inviter donc une personne, un journaliste à un événement? Eh ben, le mieux, c'est d'envoyer un communiqué de presse d'annonce de l'événement environ une semaine avant. Plus tard, c'est moins bien. Mais bon, ça se fait. Voilà. Allez, 4 jours avant, c'est bien. Et à défaut, envoyer un mail d'invitation. Ça passe très bien aussi. Si vous n'avez pas le temps de rédiger un communiqué complet
n'hésitez pas à envoyer juste un mail, mais quand même qui détaille le contexte et qui explique ce que vous allez faire un petit peu pour donner envie de venir. Et puis ensuite, par contre, il faut absolument faire des relances SMS quelques jours avant l'événement à des journalistes ciblés, donc, soit des journalistes qui sont déjà venus à vos événements, soit dont vous avez constaté qu'ils écrivaient sur le sujet. Si les relations sont bonnes, on peut organiser un phoning, donc appeler les journalistes pour leur préciser un petit peu des infos sur ce qui va se passer. Voilà. Les relances SMS, parfois, vous pouvez, enfin, c'est bien aussi de dire, bon, bah, si vous n'êtes pas dispo, n'hésitez pas à faire en sorte qu'une personne de votre rédaction puisse se rendre disponible. Enfin, en tout cas, faire en sorte pour chaque média important de votre presse quotidienne régionale qu'il soit là, quoi. Voilà. Et en général, on vous voit les journalistes tout le temps, quasiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir fait beaucoup de relations presse et avoir beaucoup travaillé avec eux pour passer au tutoiement. Ça arrive assez rarement. Ça arrive, mais en tout cas, on le voit. Pour une action de désobéissance civile, bah, c'est toujours un peu plus complexe si vous en organisez. Si l'action est annoncée publiquement en amont, bah, vous faites pareil, parce que de toute façon, c'est su par les renseignements territoriaux normalement. Par contre, on donne un rendez-vous spécifique aux journalistes, pas le même lieu que le lieu de l'action. Ça pour plusieurs raisons. D'une part, pour leur permettre d'arriver dans le bon timing et d'avoir les images. D'autre part, pour aussi pouvoir leur permettre de rencontrer des porte-paroles en amont et pouvoir discuter avec eux avant, au cas où l'action soit interrompue par les forces de l'ordre ou qu'il se passe quelque chose d'imprévu. On assure comme ça que le journaliste a bien la matière qu'il est venu chercher. Et si l'action est plutôt confidentielle, là, on va contacter seulement les journalistes de confiance, si possible via Signal. De plus en plus de journalistes ont Signal. On peut aussi leur demander de passer à Signal pour parler de certaines choses. Ils le comprennent de mieux en mieux. Et par contre, on insiste évidemment sur le caractère confidentiel des infos et le fait qu'elles conditionnent la réussite de l'action. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience à Glasgow où j'étais contact presse, où en fait, BFM nous avait suivis dans la préparation de l'action ils avaient du coup leur reportage sur la préparation de l'action déjà prêt et ils voulaient absolument le lancer avant notre action. Et on était là, ben non, vous ne pouvez pas, l'action n'aura pas lieu si vous lancez les images et votre reportage avant. Et donc, ça a été très long pour parler parce qu'en plus, on leur avait précisé en amont que c'était sous embargo et tout. Mais au final, ils ont conçu que c'était un peu bête et que si l'action n'avait pas lieu, voilà, ils rentraient dans le jeu, en tout cas, ils perturbaient la situation initiale et ça ne pouvait pas marcher, quoi. Donc, ils ont un intérêt à ce que l'action puisse avoir lieu et il faut toujours leur rappeler parce que sinon, ils vont toujours essayer d'avoir des exclus, en tout cas de sortir des trucs qui sont plus croustillants que les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un journaliste nous contacte? Alors d'abord, on panique pas. Ensuite, on répond au téléphone, c'est super important. Et si on n'a pas pu prendre l'appel, on répond le plus rapidement possible. Donc, c'est très chiant, en fait, ce contact presse. Ça nécessite d'avoir un peu de temps. Mais bon, on peut le faire sur la pause de midi en général. Donc, d'où l'intérêt, comme disait Capucine, de noter les contacts des journalistes dans vos téléphones. Et puis, voilà, en tout cas, de se rendre dispo quand on se désigne comme contact presse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ouais, non, c'est tout. Une fois qu'on a la personne au téléphone, on demande qui est la personne, quel est son média, quel est son angle à peu près ou son sujet. Enfin, en tout cas, grosso modo, on va dégrossir quelle est la demande et le délai et le format. Est-ce que c'est en plateau? Est-ce que c'est le matin à 6h du matin en plateau sur BFM? Ou est-ce que c'est une interview avec des étudiants de l'ESJ et ça doit se faire absolument dans la journée parce que c'est un exercice pour eux? Ou est-ce qu'ils veulent que ce soit une interview devant l'aéroport, machin? Donc, on demande toutes ces précisions-là. Et ensuite, on cherche un porte-parole ou une porte-parole qui va pouvoir répondre à la sollicitation. Et voilà.
En général, les gens qui font les contacts presse sont aussi parfois formés au porte-parole et vice-versa. Et c'est bien d'ailleurs de travailler ensemble parce qu'on a besoin de savoir ce que les porte-paroles vont dire. Donc, parfois, on peut répondre directement soi-même aussi si on n'a pas trouvé de porte-parole. Mais c'est chouette d'avoir 2 interlocuteurs, enfin d'avoir ce passage, dire je ne suis pas porte-parole, là je suis juste contact presse, parce que ça vous permet de prendre toutes ces infos-là et du coup de laisser le temps à la personne qui sera porte-parole, même si c'est vous, de se préparer. Mais donc en tout cas, on crée un premier filtre, même si ça va souvent assez vite quand on est contacté. C'est souvent dans la journée ou dans les 3 jours, allez, pour certains médias qu'il faut réagir, quoi. Mais c'est pas malheureusement, ça va très vite. Voilà. Et puis, donc voilà, je viens de le dire, enjeu à être réactif et réactive puisqu'ils appellent souvent en dernière minute, c'est un travail de flux. L'avantage, c'est que quand vous faites ça, quand vous êtes fiable, en fait, on vous rappelle tout le temps. Vous devenez l'interlocuteur privilégié et on va vous contacter et on va se dire: «Ouais, cette personne peut répondre» et cetera. Et donc c'est bien d'être bien organisé pour pouvoir le faire. Donc soit être plusieurs contacts presse, donner plusieurs numéros pour être sûr que personne va louper l'appel, et surtout avoir un pool de porte-parole. Donc avoir, plein de gens qui peuvent répondre aux sollicitations en fonction de leurs agendas. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop lourd pour une seule personne et par ailleurs, c'est pas représentatif d'un collectif. Hem, mais bon, voilà, faut pas s'autoflageller, hein. Quand on peut pas, on peut pas. On a des vies à côté, c'est pas forcément que le militantisme et c'est bien de faire des pauses, et de faire la fête. Mais bref, du coup, vous pouvez aussi, tant pis, laisser tomber, ça arrive. Mais bref, c'est bon, dans l'idéal, on répond, quoi. Voilà. Alors, la suite, bah, c'est le communiqué de presse. Donc l'outil communiqué de presse est un outil assez, normé, qui a toujours un peu la même forme, et qu'on peut utiliser dans plusieurs, contextes. Le premier contexte, c'est avant un événement, pour annoncer votre événement. Le deuxième, c'est après et puis, ça peut être aussi une réaction à l'actualité, donc un papier de position, enfin dire, voilà notre, réaction à ce qui se passe. Heu, donc en amont de l'événement, ça va permettre de mobiliser la presse, mais aussi de maîtriser les lignes de communication. C'est-à-dire que vous allez déjà dire au sein du communiqué de presse en amont, quels sont les messages que vous voulez passer le jour J. Ce qui permet, de faire en sorte que, et ben, les journalistes qui vont pas pouvoir se déplacer vont quand même pouvoir écrire sur votre, événement, soit en amont, pour l'annoncer et ça, c'est très chouette. Ça arrive rarement, mais c'est chouette. Soit, après, parce qu'ils vont reprendre le premier truc que vous aviez écrit et ils auront préparé en amont leur travail, en fait. Ils auront pris de l'avance. Le communiqué de presse post-événement, c'est super important. Il faut en faire un. Ça permet de garantir la maîtrise de nos lignes de com et des chiffres, dire combien il y avait de manifestants, dire, enfin, les réactions politiques qu'on a pu avoir à tel ou tel, événement et cetera. Mais par contre, c'est un outil qui est très chiant à pondre parce qu'il faut que ça soit envoyé le plus rapidement possible après l'événement, si possible 1 heure après. Et donc ça veut dire le préparer en amont et ça veut dire, être très réactif dans les modifications qu'on fait, dans les relectures et cetera et l'envoyer, très vite. Un communiqué de presse, envoyé trop tard ne sert à rien. Donc voilà, c'est maximum 1 heure après. Bon allez 2 parce qu'on voilà, mais pas le lendemain. Et puis donc un communiqué de presse réactif, bah, là aussi, ça doit aller assez vite parce que ça doit être encore dans le moment où, l'actualité est une actu. Hem, mais en vrai, c'est un outil qui est très, très pertinent, quand on peut parce que, ça vous inscrit dans le paysage en fait, des commentateurs et dans le paysage médiatique, plus global. Nous, on n'a pas trop manié ça avec Nada, mais ça nous est arrivé d'essayer d'en pondre. On les a envoyés. Bref. Mais bon, du coup, ouais, plus vous rédigez des communiqués de presse et plus c'est facile d'en faire après. Enfin, vous pouvez aussi vous inspirer de bouts que vous avez déjà écrits, heu, mais heu, mais voilà. Quelle est la forme d'un communiqué de presse? Bah, d'abord, c'est un truc qui est en entonnoir inversé.
c'est super important. C'est-à-dire que vous allez mettre les infos principales, les plus importantes dans le chapeau. Donc, on met un titre, un chapeau, donc en gras, le paragraphe, quoi. Et puis ensuite, la photo communiqué de presse, donc une photo bien choisie, bien détaillée, qui montre en fait vraiment votre événement. Et ensuite, le corps de texte. Et il faut que le corps de texte soit détaille un peu plus les choses, mais que vraiment, en lisant le chapeau, on ait tout de suite absolument toutes les infos nécessaires à la compréhension de ce qui s'est produit. Parce que sinon, les journalistes ne vont pas le lire. Comme vous avez compris, ils ont beaucoup de sollicitations et beaucoup de travail. Et qu'en fait, ils vont écrémer comme ça assez naturellement vos CP. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, il faut vraiment aller à l'essentiel sur le chapeau. Et donc, au sein d'un communiqué de presse, on dit qui fait quoi, quand, où et pourquoi, dans la base, QQ ou QP. Et si possible, on se restreint à une page A4 avec la photo. Donc, c'est pas beaucoup de texte en vrai. En général, on n'y arrive pas, nous. Enfin, non. Mais bref, voilà. Et la photo, dernière chose, il faut qu'elle soit... en fait, c'est votre meilleure photo. Il faut pas essayer de mettre une photo originale ou quoi. Et il faut qu'elle contienne tous les éléments de ce que vous voulez dire. Donc, voilà. Non, la photo n'est pas nécessaire, Romain. C'est plus la question de si vous avez fait un événement, vous avez une photo CP normalement, parce que vous avez prévu de faire cette photo. Et souvent, vous savez quelle photo vous voulez avoir à la fin. Vous êtes capable de la dessiner normalement en amont, de dire la banderole sera là, le porte-parole sera là, les activistes sont là, ils brandissent ça. Et on voit du monde et des sourires et de la détermination. Ce genre de truc, il faut pouvoir le prévoir en amont, justement pour pouvoir dire au photographe ce qu'on veut avoir et pour qu'ensuite, c'est ça que vous mettiez dans votre CP. Voilà. Et donc, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais un CP envoyé trop tard ne sert à rien. Il va pas... Alors, je vais nuancer. Il sert à rien dans le sens où il sera pas repris. Vous aurez jamais de retombée presse. En revanche, si jamais vraiment vous l'avez fait et que vous ne l'avez pas envoyé et que vous pensez que c'est pertinent de le faire, envoyez-le toujours. Ça peut permettre aux journalistes de prendre l'habitude de recevoir des communications de vous et de s'intéresser à votre lutte en arrivant par un biais, un moment où c'est un creux de vague, quoi. Et ensuite de vous recontacter. Ça nous est arrivé à Nada d'envoyer des trucs un peu hors timing ou ouais. Et au final, on a eu de bonnes surprises la fois d'après. On a été recontactés ou bien on a des choses qui ont bien marché parce que justement, il y avait eu ce précédent. Mais bon, ça reste quand même un peu gâché du travail que vous avez fait de rédaction sur le CP. Voilà. Donc voilà l'exemple, joli exemple Nada. On a une magnifique photo où on savait ce qu'on voulait. On est devant le siège de région. On a un chapeau en gras, le titre, un chapeau en gras, et puis un corps de texte trop long. Et ensuite, le lien vers la pétition. On peut avoir les références et les sources. Et là, on l'a effacé parce que c'était pour les réseaux sociaux, mais normalement, on met en dessous le nom et le contact, le téléphone de la personne qui est contact presse pour l'occasion, tout simplement. On peut chiader un peu plus la présentation, mais globalement, c'est ça. Voilà. Je prendrai vos questions à la toute fin. Comme ça, j'essaye de finir. Je suis navrée pour le retard. Le fichier presse. Donc, qu'est-ce que c'est le fichier presse? C'est aussi appelé la base presse et c'est finalement l'ensemble des contacts presse, donc des journalistes, dont vous disposez au sein de votre groupe. C'est l'outil le plus précieux du pôle presse. C'est vraiment la quintessence de travail que vous allez effectuer. Globalement, vous faites un fichier Excel, c'est vraiment tout bête. Vous mettez le média, le nom, prénom, la rubrique, son mail, son téléphone si vous l'avez, et puis éventuellement Twitter. Et puis vous mettez surtout le suivi, c'est-à-dire que après vous pouvez organiser avec beaucoup plus de colonnes, mais
vous mettez qui lui a parlé la dernière fois et pourquoi. Donc, si on fait un ordonnancement avec des colonnes, on peut aussi dire chaque action, en fait, voir si la personne est venue ou pas, etc. Ça n'est pas un fichier qu'on partage aux autres. C'est vraiment un fichier qu'on garde pour soi parce que c'est un fichier précieux, compliqué à mettre en œuvre, enfin compliqué à créer en fait de base. Et c'est un fichier où justement en fait la relation de confiance est basée sur le fait qu'on ne partage pas trop ces contacts-là. Avec parcimonie, vous allez pouvoir indiquer tel contact à tel autre collectif, etc. Mais on ne va pas partager l'intégralité de son fichier presse. Pour créer un fichier presse au tout début, c'est un peu chiant. Quand vous n'avez rien fait, vous n'avez pas de données, vous n'êtes pas forcément connu. Il existe des bases presse qu'on peut acheter et la plupart des grandes orgas y ont accès, ont ces abonnements-là et du coup les ont. Dans ce cas-là, si vous commencez depuis le début, vous pouvez imaginer de demander à avoir accès à ces bases-là pour pouvoir commencer votre fichier. Mais ce sera principalement pas des contacts personnels de journalistes que vous aurez, mais des contacts de rédaction Intel, machin truc. Et puis après, un journaliste viendra. Et du coup, d'où l'intérêt à chaque action, à chaque fois que vous avez un contact avec un journaliste, de vérifier que cette personne est bien dans votre base, en fait, vous la connaissez, qu'elle n'est pas inconnue au bataillon, et lui demander son téléphone, qui donne souvent de manière tout à fait... ils n'ont pas de problème avec ça. C'est vraiment assez rare de se faire refuser un numéro. Mais du coup, raison de plus pour pouvoir pour le demander, en fait. Et puis, si par contre, un journaliste, vous vous apercevez qu'il est systématiquement à charge vis-à-vis de vous, ou pas fiable pour les actions de désobéissance civile ou quoi, vous pouvez imaginer de l'enlever du fichier. C'est pas grave, en fait. Faut pas les garder, les gens qui... Enfin, voilà, si c'est trop problématique. Non, c'est un faux numéro. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas un fichier qu'on partage et j'ai envie de redire, d'ailleurs, ni en externe, ni en interne. C'est un fichier où c'est bien que les gens sachent comment s'en servir avant de l'utiliser parce qu'il y a quand même des données relativement confidentielles là-dedans. Voilà. Et puis ensuite, on envoie le communiqué. Alors là, ça, c'était un autre exo pour d'autres collectifs. Je ne sais pas comment vous envoyez vos communiqués, mais globalement, il faut faire un mail, mettre tous les journalistes à qui vous voulez envoyer ce CP en copie cachée et envoyer le mail. Enfin, envoyer du coup, moi, je le fais en mettant le communiqué de presse à la fois dans le corps de texte du mail et en PDF. Parce que je me dis qu'ils n'ont pas tous la même utilisation du truc, et que ça peut être utile de leur proposer les deux options. Ne mettez pas de PNG, ne mettez pas d'image, parce qu'ils ne peuvent pas copier-coller. Alors que c'est justement l'intérêt, c'est que vous ayez déjà rédigé des trucs. Donc, il faut absolument que ce soit copiable, collable. En revanche, si vous voulez publier votre communiqué sur les réseaux sociaux, alors oui, mais faites un PNG ou un JPEG, faites une image, un fichier image que vous allez publier sur vos réseaux sociaux en enlevant bien, du coup, le contact du contact presse pour pas divulguer son numéro. Si c'était clair. Ça va? Voilà. Les retombées presse, comment on les gère? C'est assez simple. D'abord, il faut faire un service après-vente si possible du journaliste. On n'a pas toujours l'occasion, on a quand même pas tant de temps que ça. C'est chouette de donner des nouvelles, de remercier en fait le journaliste pour son article et ça peut être l'occasion de donner des nouvelles de la suite, de dire en fait on a prévu ça dans un mois, on s'en reparle, etc. Il faut ensuite conserver la retombée presse, donc la classer, faire une revue de presse. Je vais vous montrer après comment. Et si elle est bonne, il faut l'utiliser pour montrer que vous pesez dans les médias, que vous y êtes et que c'est cool. Donc, en revanche, ça a une date de péremption, une retombée presse. Une semaine après, c'est déjà un peu tard. Donc, c'est bien de la publier sur vos réseaux sociaux assez rapidement après qu'elle soit tombée. Voilà. Pour les mauvaises retombées presse, alors, c'est toujours délicat.
Si elle est mauvaise, enfin, si factuellement il y a des erreurs, il est possible de demander aux journalistes de corriger. Si c'est du web, en fait, parce que si c'est du papier, c'est déjà imprimé, c'est trop tard. En revanche, il faut vraiment que ça soit une faute importante. Si c'est des tout petits détails, vous préoccupez pas de ça, privilégiez la relation avec le journaliste. Là, le fait de garder une bonne relation est plus important que le fait de corriger cette erreur factuelle. Si en revanche, c'est un problème d'interprétation, de compréhension du journaliste ou un léger contresens, ne mettez pas le journaliste en difficulté. Tant pis, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois pour bien cadrer les choses. Mais demander à corriger des articles à tout bout de champ ne vous amènera pas grand-chose de bon et en plus, c'est stressant. Enfin, et souvent, ça n'a pas d'impact. Enfin, a priori, ça n'a pas d'impact. Voilà pour ça. Donc voilà, le fichier de retombées presse, tel que moi, plein de gens, je le constitue, bah, c'est juste on met la date, on met le média, est-ce que bon après on peut mettre différentes autres infos, enfin, typologie un peu de retombées. On met le titre et on met un lien et l'auteur. Comme ça, on a les noms des journalistes qui sont intéressés à nous, on peut coupler avec ensuite, le fichier presse. Et si c'est une bonne retombée ou si elle est intéressante ou s'il y a des éléments qui sont pertinents, n'hésitez pas à avoir une colonne commentaire pour, préciser, pourquoi ça a été une bonne retombée. Par exemple, moi, quand j'avais lancé la pétition, contre Jean Castex pour, lui demander de ne pas prendre, son jet privé, pour, aller voter. Bah, en fait, j'avais aussi comptabilisé si oui ou non le lien vers la pétition apparaissait dans l'article, ce qui permettait de voir un peu comment ça avait tourné. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est intéressant d'avoir ces petits, réflexes. Et puis, donc comment on récupère et on publie un article? Alors, quand le journaliste vous envoie l'article, c'est génial. Ça arrive rarement, mais c'est génial. Dans ce cas-là, en général, vous pouvez un peu l'utiliser comme vous voulez. Sinon, vous pouvez, il faut penser à récupérer l'article, parce que c'est bien de voir, enfin, quel est l'état de la relation, enfin de la retombée presse, pardon, et est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser ou pas. Si c'est un article en accès libre, vous gardez le lien, c'est super et vous pouvez faire une capture d'écran, etc. Si c'est un article payant, c'est bien de l'archiver en interne chez vous, pour avoir une trace. Vous pouvez le récupérer sur les sites web des bibliothèques ou des fois des universités ou en passant par quelqu'un qui aurait un accès. Et par contre, en général, moi, ce que je fais, la bonne pratique qu'on fait dans ce cas-là, si c'est de l'article payant, c'est de flouter une partie de l'article quand il est payant pour pouvoir le publier sur vos réseaux, pour pas, enfreindre au travail que fait le journaliste. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est toujours chouette en tout cas de publier ces trucs-là, même s'ils sont partiels, parce que encore une fois, ça vous donne de l'importance et ça montre que vous avez fait un travail sérieux. Comment rechercher des retombées? Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais des fois, on ne sait pas. Tout simplement en tapant des mots-clés dans Google et en allant sur l'onglet Actualité, qui vous permet du coup de voir les dernières actus là-dessus et donc de voir si oui ou non vous avez eu des retombées presse par rapport à vos actions. C'est tout bête, mais c'est important de le savoir. Et pour les vidéos, magnifiques vidéos de Capucine, certaines plateformes permettent le téléchargement de la vidéo, pas toutes, voire quasiment plus. Ou alors on peut utiliser des add-ons sur Mozilla. Il y a Download Helper notamment, mais ça marche de moins en moins bien. Il y a de plus en plus de pare-feu, de trucs qui empêchent le téléchargement direct. Donc, si vous voulez vraiment garder une trace de la vidéo pour l'avoir en interne ou pour en publier un bout sur vos réseaux ou faire un montage après coup, etc. Une autre technique, c'est d'utiliser un enregistreur d'écran, par exemple OBS Studio. C'est l'artillerie lourde un peu pour ce que vous avez à faire, mais c'est pas mal.
Et puis enfin, sur Twitter, on peut récupérer les vidéos. Souvent, BFM, par exemple, fait des capsules de vos interventions et les poste dans un tweet. Et du coup, vous pouvez les récupérer facilement avec un site qui s'appelle SS Twitter. Je ne sais pas si j'ai oublié un T, mais bref, qui vous mettez le lien vers le tweet et ça vous télécharge directement la vidéo. Voilà pour ça. Et ensuite, utiliser la retombée. Donc, ça veut dire non seulement la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre site internet si vous en avez un. Ça, c'est un exemple à Marseille de tout le site internet sur lequel on avait publié toutes les retombées presse de la campagne contre l'extension de l'aéroport. Ce qui permet aussi, quand d'autres journalistes vous demandent c'est quoi vos références, qu'est-ce que vous avez fait auparavant, vous pouvez les orienter vers cette page et montrer en fait ce que vous avez fait sans forcément être sur un truc où vous vous auto-validez. Voilà. Et puis les très bonnes retombées presse, vous pouvez aussi aller les mettre sur Wikipédia ou à d'autres endroits pertinents pour faire en sorte qu'elles soient plus vues que les autres. Et puis, voilà, bon, ça, c'est des exemples sur Facebook. Je vais passer vite parce que ça, c'est juste la technicité Facebook, pas forcément intéressante aujourd'hui. Et on va aussi faire des captures d'écran pour mettre sur Insta. Donc, voilà, ça, c'était mes captures et posts que j'avais fait pour Jean Castex avec à la base 3 ou 4 retombées presse en carré comme ça pour montrer que tout le monde parle de ça. Et voilà. Et dernière petite chose, comment publier une tribune? Alors, la première chose, c'est de rédiger la tribune. C'est beaucoup de taf, une tribune. Moi, je vous préviens, vous serez prévenus. La première, c'est de rédiger la tribune, donc d'écrire quelque chose de pertinent. Il faut absolument qu'il n'y ait qu'un seul message et que ce message soit défendu par une argumentation soignée avec des termes précis. Et la cible, en général, c'est le grand public, pas le milieu militant. Sauf si vous êtes déterminé à publier directement dans Reporter. Mais a priori, on essaye de publier dans des plus gros médias d'abord. Donc, voilà, viser le grand public. C'est important aussi que les termes soient suffisamment généralistes. En fait, que le message soit suffisamment bien argumenté pour que les gens aient envie de la signer, les collectifs qui sont vos alliés ou un peu moins alliés, pour que justement cette tribune ait un intérêt. Parce que si c'est juste une tribune de Charlène Fleury, je ne crois pas être assez connue pour que ça pèse dans le game et donc on ne me la prendra pas. Voilà. La deuxième étape, c'est de faire signer la tribune donc, par toutes ces personnes qui vont donner de l'intérêt à votre publication, qui vont montrer qu'en fait, il y a une grosse masse de personnes qui souhaitent le message que vous défendez. Donc, ça peut être soit des collectifs, et ça montre un arc d'alliance inédit, soit des personnalités scientifiques ou autres. Ça peut être des travailleurs du secteur, ça peut être... mais il faut qu'il y ait un intérêt à ce que ces personnes-là se soient groupées pour signer un même texte. Et ensuite, donc, on diffuse largement parmi les alliés en précisant quels sont les signataires qu'on veut obtenir et à quelle date on aimerait avoir leur signature. Et voilà, tout simplement. Et on rassemble tout ça sur un gros Google, enfin, pas Google du coup, mais sur un gros doc. Et voilà. Et enfin, on place la tribune, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on envoie la tribune à des journalistes ou aux services dédiés pour leur demander si ça les intéresserait de publier cette tribune. A priori, on commence par les plus gros médias et puis ensuite, on va descendre en fonction de la réception qui est faite ou de la place qu'ils ont, enfin de leur réponse en tout cas. Et si les délais sont serrés, on peut imaginer d'envoyer à 2 médias en même temps, mais alors il faudra bien gérer le truc de la réponse, quoi. Vérifier que ils vont pas publier tous les 2 en même temps parce que ce serait pas possible. Enfin, vous feriez un impair inadmissible. Donc, il faut absolument bien prévoir et savoir à quel média vous allez la donner si jamais vous avez plusieurs réponses. Je vais pas tousser à nouveau, désolée. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas très compliqué, mais c'est juste beaucoup de travail.
Et on est à la fin de cette formation et je suis vraiment désolée qu'on ait pris autant de retard, mais j'espère que c'était intéressant. Je vous propose du coup qu'on fasse ce mini débrief. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc salut tout le monde qui nous regarde en ligne. À bientôt.